Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point presse. Nous commencerons avec un point sur les actualités du ministère des Armées. Puis, dans la perspective du sommet de l'intelligence sur l'action sur l'intelligence artificielle, nous avons le plaisir d'accueillir Bertrand Rompierre, directeur de l'Agence ministérielle de l'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD. Il présentera les ambitions du ministère en matière d'intelligence artificielle de défense. Et nous poursuivrons avec le point sur les actualités sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Et enfin, en bonus cette semaine, nous avons le plaisir également d'accueillir le colonel Gaëtan Dubois, chef de corps de l'école militaire de haute montagne. Il présentera la préparation des troupes de montagne à l'engagement dans le grand froid. Je commence les actualités avec un événement important pour la reconstruction des blessés. Il fait écho au focus de la semaine dernière, qui était consacré à l'accompagnement des blessés psychiques. Du 8 au 16 février, la 7e édition d'Invictus Games se tiendra au Canada, dans les villes de Vancouver et de Whistler, en présence de Patricia Mirales, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Cette année, les Invictus Games réuniront près de 550 militaires, hommes et femmes blessés, issus de 23 nations. Il s'agira également de la première édition avec des sports d'hiver. Les couleurs de la France seront défendues par 19 militaires blessés, vétérans et civils du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale. Ils concourront dans l'ensemble des 11 disciplines sportives individuelles et collectives. Afin d'optimiser leur niveau de performance, le Centre national des sports de la défense a accompagné ces sportifs à travers 12 stages de préparation physique et mentale. Cette compétition sportive internationale a été créée en 2014 par le prince Harry, duc de Sussex, à la suite de son déploiement en Afghanistan au sein de l'armée britannique. Les Invictus Games valorisent la performance sportive des blessés et marquent un jalon important sur le chemin parfois difficile de leur reconstruction. Pour rappel, en 2023, lors des derniers Invictus Games à Düsseldorf, la délégation française s'était illustrée avec 19 médailles, 7 médailles d'or, 7 d'argent et 5 de bronze. Nous leur souhaitons la même réussite pour cette année. Je poursuis avec une autre actualité en lien avec les blessés. Pierre Amestoy, ancien commissaire du gouvernement et conseiller juridique au ministère des Armées, a remporté le prix des lecteurs du service historique de la défense. Son ouvrage « Justice et réparation, histoire du droit à réparation pour les invalides et victimes de guerre » est paru aux éditions Historien Conseil. Créé en 2021, le prix des lecteurs du SHD récompense chaque année un ouvrage d'histoire militaire en langue française. 10 ouvrages sont sélectionnés par un comité et soumis au vote du public. La cérémonie de remise du prix aura lieu le 13 février au château de Vincennes et elle sera suivie d'une séance de dédicace. Les médias qui souhaitent y assister et rencontrer l'auteur lauréat sont invités à se rapprocher du SGACOM. Je passe maintenant au domaine capacitaire. La Direction générale de l'armement a notifié la conception d'un démonstrateur robotique terrestre auprès des industriels KNDS France et Safran Electronics and Defense. Cet accord cadre, appelé DROID, vise à faire monter en maturité les technologies clés nécessaires aux plateformes robotisées terrestres évoluant sur le champ de bataille. Il se concrétisera par la conception d'un démonstrateur robotique terrestre multimission. Destiné à intervenir en appui au combat débarqué, le robot terrestre augmentera les capacités du groupe de combat tout en limitant l'exposition du soldat. L'accord cadre prévoit également d'associer des partenaires tiers qui présenteraient des innovations d'intérêt. L'enjeu est d'explorer les choix technologiques nécessaires dans le domaine de la robotique militaire terrestre afin de répondre aux besoins capacitaires à l'horizon 2030-2035. Le développement des vecteurs téléopérés ainsi que l'élargissement du spectre de leur mission sont des enjeux clés, y compris dans le domaine terrestre. Ce nouvel accord contribue ainsi à répondre aux ambitions de la loi de programmation militaire en matière de systèmes autonomes et à la préparation de futures opérations d'armement en matière de robotisation du combat terrestre. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DGA. Je continue avec un colloque de la pensée, le colloque de la pensée militaire organisé par le commandement du combat futur de l'armée de terre le 11 septembre à l'école militaire. Cette journée, placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Pierre
Shield s'articulera autour d'un jeu de guerre interactif. Elle est le fruit d'un partenariat. Avec 2 associations de défense, la Fédération Atlas et les jeunes de l'IHEDN. Les participants seront plongés dans une simulation immersive qui projette la France au cœur d'un conflit de haute intensité en 2035. Et 2 équipes s'affronteront sur scène, appuyées par des conseillers, tandis que le public pourra participer aux prises de décision. Cette démarche originale et interactive vise à stimuler la réflexion et la capacité d'anticipation des participants. Elle leur permettra d'adopter une approche transverse et d'examiner les implications politiques, militaires, économiques et diplomatiques dans notre pays. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher du CIRPATER. Toujours en lien avec l'armée de terre, les 12 et 13 février, à Grenoble, se tiendra le premier sommet international des troupes de montagne. Logistique, équipement et adaptation des soldats à ces milieux hostiles sont au cœur de ce salon. Plus de 1000 décideurs internationaux du secteur privé comme public sont attendus. Ils étudieront les enjeux opérationnels et technologiques liés au déploiement des forces dans un environnement de grand froid. Des solutions et produits innovants dédiés au combat de montagne seront présentés et des conférences et ateliers seront également proposés. Les médias qui le souhaitent peuvent se rapprocher du CIRPATER également. Et grâce au colonel Dubois, nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur les enjeux de la préparation en milieu grand froid en dernière partie de ce point presse. Pour conclure ces actualités, je vous annonce la diffusion de 2 nouvelles productions du ministère. Tout d'abord, le nouvel épisode du Pensée stratégique qui est consacré au cyberespace. Le général de corps d'armée Aymeric Bonnemaison, commandant de la cyberdéfense, et le général d'armée Marc Vatin-Augoire, fondateur du Forum international de la cybersécurité, interviendront sur la manière dont la France protège ses intérêts vitaux dans ce domaine de conflictualité et les stratégies mises en place pour riposter. Le podcast est disponible sur le site internet et les réseaux sociaux du ministère. Enfin, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche à 17h sur la chaîne parlementaire pour la diffusion du nouvel épisode, du nouveau reportage du Journal de la Défense qui part ce mois-ci à la rencontre des élèves de l'école des Mousses. Et je ne vous en dis pas plus si vous voulez regarder le teaser. Ce n'est pas une école ordinaire. Dès 16 ans, elle forme au métier de marin militaire. Bonjour les Mousses. Bonjour. Vous allez apprendre les grades, donc mon grade c'est maître principal. C'est une école d'excellence de la Marine nationale. Immersion dans l'école des Mousses, l'école de la réussite, grâce au Journal de la Défense, sur LCP, lcp.fr et notre chaîne YouTube. J'en ai terminé avec les actualités et éventuellement avez-vous des questions en salle ou en audio? Alors, il n'y a pas de questions, donc nous allons passer, sans plus attendre, au focus thématique. Paris se prépare à accueillir le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle les 10 et 11 février prochains. En marge de ce sommet international, le ministère des Armées organise un événement consacré à l'intelligence artificielle de défense le 10 février à l'école militaire. Les participants auront l'opportunité de découvrir les dernières innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire à travers des stands dédiés aux startups et aux industriels français. Cet événement s'inscrit dans le cadre de l'impulsion donnée par le président de la République visant à faire de l'innovation une priorité face aux ruptures technologiques, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle de défense. Le développement de l'IA au sein des armées est une réalité depuis plusieurs années et afin d'accélérer cette transformation et de garantir une IA de défense crédible et performante, le ministère s'est doté en mars 2024 d'une stratégie ministérielle en matière d'intelligence artificielle. 2 mois plus tard, une agence dédiée a vu le jour avec l'AMIAD. Avec ces initiatives, la France confirme sa position d'acteur majeur de l'IA de défense et ancre sa souveraineté dans ce domaine. Mais je n'en dis pas plus et laisse Bertrand Rondepierre vous présenter plus en détail les ambitions du ministère des Armées en matière d'intelligence artificielle de défense. Bertrand, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors effectivement, on commence à me voir régulièrement, je ne dis plus que je ne me prête pas souvent l'exercice. Avant ce sommet, on voulait faire la part belle aux entreprises, on va y revenir, c'est que je vous ai déjà montré des choses la dernière fois que je suis intervenu. Depuis, on a évidemment fait pas mal de choses, mais sur lesquelles on attend le rétexte des utilisateurs, parce que je m'attache à une chose en matière de produits, c'est que
ce qu'on livre soit utilisé ou jugé utile avant d'en parler, parce que sinon on a des clients qui nous disent que ce qu'on fait ne sert à rien, ce qui est faux. Donc aujourd'hui il n'est pas question de cas d'usage. Ce que je voulais préciser sur l'AMIA, donc notre montée en puissance RH fonctionne toujours assez bien, et je voulais insister sur un point qui est que dès cet été en fait on a une montée en puissance d'un point de vue militaire des forces, parce qu'on n'a pas arrêté de dire que un des enjeux de la création de cette agence, c'était le rapprochement entre le concepteur et l'utilisateur, donc celui qui fait le produit et celui qui l'utilise. Et donc dès cet été, nous allons accueillir alors à peu près une vingtaine de militaires des forces au sein de l'agence, et donc qui auront vocation à incarner ce rôle de proximité entre producteurs et utilisateurs. Côté usage, donc je le disais, on aura en tout cas normalement dans les prochaines semaines des résultats et des choses intéressantes à montrer dans un futur proche. En tout cas, je réserve de ce point de vue-là. Donc pour aujourd'hui, je voulais faire le point sur les entreprises et le sommet, parce que tout l'enjeu de ce sommet pour l'action sur l'IA, et notamment du point de vue militaire, ça a été dit à l'instant, ça a aussi été de faire la part belle à ce qui est fait dans l'écosystème de l'IA. Et je sais que ça fait plusieurs fois que j'ai des discussions avec, pas certains d'entre vous d'ailleurs, et des entreprises sur le thème de quelle est la position de l'AMIA vis-à-vis de l'écosystème industriel. Est-ce que vous allez tout faire? Est-ce que en fait vous allez être en concurrence avec les autres? Et donc je pense que c'est important de revenir sur ce sujet et donc de nous inscrire en fait dans la dynamique. Alors de l'IA militaire, donc ça c'est notre rôle, mais aussi un peu plus largement dans l'écosystème IA à l'échelle de la France, de l'Europe et internationale. Donc déjà ce que je voulais annoncer aujourd'hui, c'est que de ce point de vue-là, on va faire une communication, alors on va laisser passer le sommet, donc se donner quelques semaines pour faire une communication un peu plus formelle sur ce qu'on va qualifier de politique industrielle en matière d'IA de défense, mais dont je vais vous tracer les grandes lignes maintenant. Donc l'idée aujourd'hui en fait c'est pour tous les acteurs industriels, on en a déjà parlé sur mes autres interventions et je le dis à chaque fois, l'écosystème de l'IA de défense ce n'est pas l'écosystème de la BITD, en tout cas il ne s'y limite pas. On a un enjeu à faire plus avec nos jeunes pousses, avec l'écosystème de l'IA. Alors la nouveauté par rapport à la dernière fois où je l'ai dit, c'est qu'on a ce partenariat avec Mistral que le ministre a annoncé, qu'on est en train de construire, sur lequel je reviens dans quelques minutes, mais toute l'idée c'est justement d'associer beaucoup plus largement et d'avoir un écosystème d'IA de défense qui dépasse la BITD habituelle qui concerne le ministère. Donc la question qui se pose derrière, c'est comment on travaille avec les uns et les autres. C'est comment on choisit ce que nous on fait, comment on choisit ce que les autres font. Alors dans tous les cas, il y a un critère déjà qui est, enfin une chose à avoir en tête, c'est que ce sera ad hoc. C'est que on n'aura pas ni dans la communication ultérieure ni jamais une politique claire qui dira tel sujet c'est exclusivement des industriels ou tel sujet c'est exclusivement l'État. Modulo quelques cas que j'ai mentionnés en 2 minutes. Il y aura un critère qui sera absolument, un quatuor qui sera absolument critique dans tous les cas, c'est coût, délai, performance et confiance. Alors, coût, délai, performance, c'est assez classique, mais tout ça pour dire que il n'est pas question de créer des situations de rente ou d'obligation, c'est que l'enjeu, c'est d'avoir toujours le bon niveau de souveraineté, le bon niveau de performance livré dans le délai qu'on s'impose et surtout au coût qui sera utile et ne pas créer des rentes de situation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sur les marchés civils, alors je pense que j'espère que c'est une évidence, sur les marchés civils sur lesquels on n'a pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire en gros qui ne sont pas du domaine du régalien, alors je peux citer par exemple tout ce qui va être gestion RH par exemple. Il y a des entreprises et il y a un marché sur lequel énormément de choses sont faites. Il y a quelques sujets qui nous sont spécifiques en matière de gestion des militaires par exemple, mais sur tout ce qui va être habituel et qu'on trouve dans d'autres entreprises, on ne va pas, nous au sein du ministère, commencer à inventer des choses à la place de l'écosystème privé. Donc sur tout ce qui est éminemment civil, encore une fois, sous réserve du quatuor que je mentionnais, coût, délai, performance, confiance, aucune raison qu'on fasse des choses nous-mêmes en interne. Ensuite, le deuxième volet, c'est ce qu'on fera faire. Donc, c'est ce qu'on fera nous-mêmes. C'est-à-dire que sur des domaines qui sont éminemment régaliens et sensibles, voire trop confidentiels, même pour des fois en parler, donc les choses dont je ne parlerai jamais dans cette salle, il y a des choses qu'on ne pourra pas ni déléguer ni partager avec des industriels. Et donc ça, de toute façon, on le fera nous en interne, et c'est pas la question, mais de toute manière, c'est pas des domaines sur lesquels il y a un marché à ce stade. Et donc la vraie question, et je pense que c'est le point le plus important à mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire en collaboration avec les autres. Et donc le partenariat avec Mistral qu'on est en train de construire est un exemple. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de faire l'acquisition d'objets ou de faire l'acquisition, c'est-à-dire de passer des contrats des industriels qui feraient tout pour nous. Il y a un enjeu en fait à travailler ensemble. Et donc je m'explique. Souvent en matière d'IA, on a un triptyque entre l'expertise, la donnée et les infrastructures. C'est-à-dire que entre l'industriel, les industriels, jeunes pousses ou pas d'ailleurs, et le ministère, on a besoin d'avoir la combinaison des trois. Donc
l'expertise métier, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, pour qui, les données, parce qu'à un moment donné, on fait de l'IA, donc on a besoin que ça s'intéresse à des données, et les infrastructures, parce que ça tourne sur des machines, supercalculateurs ou non, donc il faut forcément que ça s'inscrive dans du concret. Et donc, à la fin, ces 3 objets, ils ne sont pas toujours rassemblés auprès d'un seul acteur, ni au sein de l'État, ni au sein de l'industrie. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à rassembler les forces autour d'un schéma alors qui est gagnant-gagnant. Encore une fois, c'est l'idée du partenariat avec Mistral. On en reparlera quand on aura précisé son contour. Mais l'idée de ce qu'on est en train de construire avec eux, c'est une logique gagnant-gagnant où eux nous apportent de leur expertise et notamment leurs modèles qui sont à l'état de l'art à l'échelle internationale, parce que ça ne sert à rien que je reproduise des choses alors que eux sont parmi les champions du monde pour ça. Par contre, ce que nous on apporte, c'est toute la connaissance du ministère et des usages très spécifiques qu'on a et en fait sur lesquels eux ne sont pas compétents et sur lesquels on va les faire monter en compétences. Et puis évidemment, des notions d'infrastructure, parce qu'on s'intéresse à des sujets de niveau secret. Et donc au niveau secret, à un moment donné, ça tourne aussi chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apporter, de mettre sur la table. Et donc, avec la dynamique de l'IA, ce qui est aussi important dans le discours que je suis en train de porter, la dynamique de l'IA, en fait, c'est aussi une dynamique internationale. C'est aussi le sens de ce sommet, c'est le sens aussi de cet événement qu'on fait sur l'IA militaire. Les entreprises qu'on cherche aussi à pousser, encore une fois, c'est pas pour parler tout le temps de Mistral, mais puisqu'on a un partenariat, ça me donne un bon exemple concret, on cherche aussi à pousser ces entreprises à l'échelle européenne, à l'échelle internationale. Et donc, en ayant du succès sur cette dynamique, ça veut dire que par nature, les entreprises avec qui on va travailler vont être de plus en plus européenne et internationale et de moins en moins franco-française. Et donc la question qui se pose, et donc en fait pour nous qu'on prend à notre niveau, c'est puisque c'est ce qui va se produire, puisque les entreprises vont s'internationaliser et que nous on a besoin d'une certaine souveraineté, en fait on va mettre en œuvre ce que je disais plutôt sur le critère de la confiance, c'est-à-dire qu'en fonction de avec qui on va vouloir travailler et des enjeux qu'on va avoir, on va pas partager exactement les mêmes choses. En fonction de la confiance qu'on pourra apporter à avoir avec tel ou tel industriel, on partagera des données ou pas, de l'expertise métier ou pas. Et donc ce qui est important, c'est pour les jeunes pousses, en tout cas si elles nous écoutent aujourd'hui, c'est d'avoir en tête qu'il n'y a pas une géométrie à sens unique de dans un cas vous êtes ou français ou non, où on fait confiance ou pas. En fait, il y a tout un univers à construire sur comment on collabore et comment on arrive chacun de notre côté. Donc nous, l'Amiad, avec la capacité de mettre à disposition des industriels exactement ce à quoi ils ont le droit d'avoir accès et ce à quoi ils ont besoin d'avoir accès dans un montage où nous on a un niveau de confiance suffisant, ils n'ont pas accès à ce qu'on ne veut pas qu'ils aient accès, et eux de leur côté ont de quoi travailler et de quoi produire la technologie qu'on leur demande de produire. Ça, d'un point de vue stratégie industrielle, et j'en terminerai là, je ne dirais pas que c'est une révolution, mais en tout cas, d'un point de vue IA, c'est vraiment une rupture parce que c'est l'acceptation du fait qu'on a un écosystème de l'IA industrielle qui va être protéiforme, avec des entreprises qui vont être, encore une fois, françaises, européennes, internationales, et qui vont continuer de se diversifier. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas se bloquer, c'est dire, en fait, il faut suivre ce rythme, le prendre comme un état de fait, donc ce qu'on fait, et ensuite construire des modes de travail qui sont adaptés au niveau de souveraineté qu'on a et au niveau de développement et de collaboration qu'on va avoir avec ces entreprises. Je vous remercie, évidemment, je prends les questions. Bonjour monsieur, journaliste de la chaîne Phoenix TV de Chine. Et comment la France voit-elle le développement rapide de l'IA en Chine et surtout dans le domaine de défense? Et est-ce que la France prévoit-elle des projets de coopération en IA avec la Chine? Et deuxième question, que pensez-vous de DeepSeek, l'entreprise chinoise de d'IA qui fait beaucoup parler en ce moment? Est-ce qu'il y a un risque pour la France? Est-ce que la France a-t-elle des stratégies pour répondre à ces risques? Merci. Alors, je ne répondrai pas sur les collaborations avec la Chine parce que ça ne m'appartient pas, pour être tout à fait honnête. En tout cas, en revanche, sur la deuxième partie de la question qui est DeepSeek, enfin, évidemment, en tant que technicien et fournisseur de technologie, heureusement, on est attentif à ce qui se passe dans l'écosystème industriel de façon générale. Et moi, je me félicite de la dynamique que ça traduit d'un point de vue écosystème IA. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'un des facteurs, les deux facteurs que je note dans cette nouvelle, c'est d'une part le fait que les modèles aient été publiés en open source. Je pense ce qui est tout à fait bénéfique d'un point de vue dynamique globale de l'IA. Donc ça veut dire qu'un accès plus large à la technologie. Après, ce qui pose d'autres questions d'un point de vue justement réponse d'un point de vue militaire, c'est que qu'est-ce qui va se passer sur le champ de bataille demain? Évidemment que ça pose quelques questions, mais en tout cas, le fait que ça sorte en open source, je pense que c'est très bien pour la dynamique de l'écosystème industriel autour de l'IA. Et le deuxième, c'est qu'effectivement, il y a des propositions technologiques d'architecture de modèles qui sont intéressantes et donc qui bénéficient à tous, d'ailleurs, nous y compris. Donc moi, j'ai accès à plus de technologies, donc je m'en félicite et j'en suis absolument ravi.
Bonjour, Lucas Nickel, ZDF Télé Allemande. Vous avez parlé de souveraineté. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est pour vous la souveraineté technologique et pourquoi il la faut dans le ministère des Armées? Alors, la souveraineté, on pourrait avoir une heure d'échange sur ce sujet. Pour faire simple, je pense que c'est d'abord avoir le choix et savoir, enfin, se donner du choix et savoir sur quoi on veut être souverain ou non. Je m'explique. C'est pas une notion binaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde l'échelle de valeur de l'IA, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur des projets qu'on mène, notamment sur la partie hardware. Je veux dire, regardez la marque de vos PC portables. En fait, on a un truc qui va de l'industrie du semi-conducteur à la donnée et aux algorithmes à la fin. Et donc, la question qui se pose en matière de souveraineté, c'est sur quelle brique on veut maîtriser et sur quoi en fait on veut absolument avoir la main. Soit d'un point de vue usage, et c'est ce que je disais plus tôt, les sujets souverains sur lesquels on ne veut pas que ça sorte de la sphère étatique, de toute façon ceux-là ils ne sortiront pas. Et donc par définition on fera tout en interne et on sera souverain puisqu'on aura tout fait en interne et on maîtrisera de bout en bout. Ensuite, sur tout ce qui est accès à la technologie, effectivement, par exemple les modèles, en gros les modèles de langue d'aujourd'hui on travaille avec Mistral, donc ça nous donne accès à la meilleure technologie que produisent. Nous on est capable de faire les choses en interne. Qu'est-ce qui se passe demain si jamais l'écosystème se ferme, si jamais les modèles ne sont plus accessibles, si jamais pour une raison ou pour une autre en Europe, en France on n'est plus capable d'avoir accès à des modèles qui n'ont pas été faits par d'autres, qui n'emportent pas des choix de conception qui ont été faits par d'autres, ça veut dire qu'il faut être en position de faire nous-mêmes des choses. Et donc ça, c'est toute la logique du ministère des Armées, donc la stratégie IA qu'on a mis en œuvre depuis l'année dernière. C'est-à-dire que sur tous les sujets sur lesquels on a besoin d'être au rendez-vous et d'être souverain, c'est-à-dire d'avoir une permanence de la capacité à faire, en fait, on se donne un spectre d'opportunités entre travailler avec les meilleurs du domaine et, si jamais on n'est plus capable d'avoir accès à l'extérieur, de refaire tout en interne. Donc, pour caricaturer, si jamais, pour une raison ou pour une autre, et heureusement, ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, Mistral n'était plus en mesure d'avoir les modèles en bon niveau de performance ou, pour une raison ou pour une autre, on serait plus capable de travailler avec eux, et ben en fait, on ferait tout en interne de la MIAD s'il y avait besoin. C'est pas mon choix parce que moi, j'ai besoin d'avoir des acteurs au meilleur niveau, donc ces partenariats, ils sont absolument critiques pour qu'on soit en rendez-vous, mais c'est sur ce jeu, sur le spectre, sur qu'est-ce que je fais tout seul, qu'est-ce que je fais avec d'autres, en fait, c'est là que la souveraineté va se jouer. Et donc là, on veut être absolument souverain, il faut qu'on soit capable de faire et qu'on puisse le faire le cas échéant. Bonjour, Michel Cabirol, la Tribune. Une question assez simple. Qu'est-ce que va apporter le sommet de l'IA pour l'AMIAD d'abord et ensuite pour l'IA militaire? Alors, pour l'AMIAD, c'est une. Enfin, bon, déjà, on s'inscrit dans un sommet international. Faire le choix de parler d'IA militaire, c'était quand même un choix aussi fort de. Alors, je ne sais pas si on. Enfin, de notre. C'est un choix d'affichage de notre ambition à l'international. Pardon. Donc ça, c'était quand même la première chose, c'est de dire que on a une stratégie ministérielle en fait qui nous met au premier plan, et en tout cas notre ambition c'est de nous mettre au premier plan, et donc ça aurait été absurde de ne pas avoir cette ambition du point de vue sommet. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, il y a un enjeu sur l'IA militaire, c'est qu'on est quand même sur des enjeux particuliers, on est sur un contexte géopolitique particulier, et à l'inverse, on ne voulait pas en fait en faire un sujet parmi d'autres. C'est-à-dire que l'IA militaire, c'est pas quelque chose qui se traite exactement de la même façon que tous les autres domaines civils. Donc, il nous semblait important d'avoir une logique dédiée et donc d'une capacité de rentrer un peu dans le fond des sujets, si je peux le dire comme ça, pour qu'on ne soit pas seulement en surface, parce que, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, en matière d'IA militaire, on tourne souvent autour de sujets assez génériques et en fait, sans vraiment rentrer dans le détail de comment ça se traduit concrètement. Donc, en fait, là, ça nous donne un espace et une opportunité de vraiment pouvoir parler de ces sujets déjà dans un cercle qui est ouvert, mais qui est quand même qui est ouvert en France et à l'international, enfin, c'était quand même toute l'ambition, et qui nous permet de discuter avec des acteurs français, internationaux et d'horizons assez différents. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, ce que ça apporte aussi, c'est d'un point de vue écosystème, on a un certain nombre d'exposants qu'on a mis sur les stands, donc c'est aussi un enjeu d'affichage. C'est-à-dire que le but, c'est aussi de montrer qu'on a des pépites technologiques, et vous le verrez si vous y allez, on a tout du grand intégrateur aux petites entreprises, et donc c'est important de montrer aussi cette pluralité, cette dynamique, et du coup le soutien qu'on veut apporter à l'écosystème. Donc vraiment, ça sert nous sert à exposer notre ambition sur le sujet de l'IA militaire en France et à l'international. Bonjour, Pascal Samama, journaliste indépendant. Est-ce que vous avez parlé de partenariats avec des startups européennes? Est-ce qu'il va y avoir des partenariats avec des agences étatiques européennes? Est-ce que la souveraineté de l'IA va-t-elle se jouer au niveau européen et pas seulement au niveau français? Merci. Alors, je vais faire une réponse un peu de joker. Disons qu'aujourd'hui, en fait,
pourquoi on fait des partenariats pour s'apporter de la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si je fais un truc avec Mistral, c'est pas une question d'affichage, c'est parce que eux et nous avons quelque chose à gagner. Et donc en fait, ma logique partenariale, en tout cas pour la position que j'occupe, c'est sur quel domaine on a des schémas gagnant-gagnant à avoir. Donc à ce stade, moi j'ai des discussions avec nos alliés de l'OTAN notamment, alors pas spécialement d'agences européennes en l'occurrence, sur justement l'état des réflexions de chacun, où chacun en est. On n'a pas aujourd'hui de logique de co-construction à ce stade, en tout cas pas dont je puisse parler à l'heure actuelle, mais il faut bien se mettre dans l'idée que les partenariats, c'est pour s'apporter de la valeur commune, et aujourd'hui, j'ai déjà pas mal de choses à faire au sein du ministère. Et déjà, moi, en étant au niveau, je pense que j'aurais plus de choses à apporter déjà au sein de la sphère étatique française, parce que j'ai quand même le ministère des Armées français. Donc déjà, je préfère apporter des choses au premier plan au reste de l'État. Et ensuite, de toute façon, moi, je suis fermé à rien. Et tout ce qui peut apporter de la valeur à mon travail, à celui des autres et au service des missions du ministère des Armées, tout se discute. Oui, Pierre Julien, indépendant. Tout bêtement, naïvement, dissuasion nucléaire reste totalement sous contrôle. L'IA, vous ne jouerez pas à l'IA avec éventuellement d'autres partenaires. Je répondrai en disant que la dissuasion nucléaire, alors déjà je ne suis pas le porte-parole de la dissuasion nucléaire, mais je pense que ça fait partie du domaine où on peut se dire qu'évidemment c'est éminemment régalien. Oui, bonjour, Aude Leroy, indépendante. Le supercalculateur qui va arriver début septembre, je sais que c'est le seul de cette taille-là en Europe. Où sont les autres? Et est-ce que justement il y aura une ouverture vers des partenaires européens pour l'utiliser? Alors c'est une bonne question. Alors où sont les autres? C'est une question compliquée parce qu'on ne communique de façon modérée en fonction des usages, surtout sur des calculateurs de niveau secret. Je ne doute pas qu'il y en ait d'autres, mais bon, en tout cas, moi, je peux vous parler du mien. Sur la deuxième partie de la question, effectivement, ça fait partie aussi d'une question du modèle économique, c'est-à-dire que le ministre en a parlé à plusieurs reprises. Il s'agit aussi d'ouvrir cette capacité. Alors déjà, il y a une notion étatique, c'est-à-dire que, évidemment, ça nous sert à nous, mais probablement pas que à nous au sein de la sphère étatique. Et il y a aussi un enjeu industriel, c'est-à-dire que sur des sujets en fait, où nos industriels auraient des trucs très confidentiels qu'ils ne souhaitent pas voir sortir, il y a évidemment une possibilité d'ouverture qu'on est en train d'étudier. Alors par contre, je le dis sans surprendre personne, pas gratuite, hein, c'est-à-dire que évidemment que c'est une opération qui a un coût, mais du coup c'est quelque chose qui est à jauger d'un point de vue usage. C'est-à-dire que sur des domaines sur lesquels on aurait vraiment un intérêt à protéger des données, des usages, des choses avec des partenaires industriels et peut-être même au-delà, hein, agences, j'en sais rien. Alors encore une fois, pas gratuitement, ça c'est certain. Tout se regarde, mais en tout cas oui, effectivement, ce calculateur, ça a vocation à être alors un bien pas complètement commun, mais en tout cas un bien au service de nos missions et de l'intérêt général. Michel Cabirol, dans la cartographie de l'expertise mondiale en matière d'IA, on les plus. En fait, ça dépend. Réponse tout à fait non conclusive. Ça dépend au sens où il y a un certain nombre de pays. Encore une fois, si je pense juste à nos alliés, il y a des pays. Enfin, en fait, on a différents niveaux de maturité et chacun en est un petit peu chacun dans son propre niveau sur la démarche IA. Et ce qui est intéressant en fait dans les dialogues que j'ai avec les uns et les autres, je crois que je peux citer par exemple Singapour avec qui on discute pas mal parce que le ministre en avait parlé. En fait, il y a un intérêt de partage déjà de connaissances, d'expertise parce qu'on en est tous à des niveaux différents sur nos voyages vers transformation numérique et IA. Donc déjà, rien que ce partage, c'est intéressant. Et même sans parler de collaboration, de projets concrets qu'on aurait ensemble, se mettre autour d'une table pour partager cette expérience et éventuellement, on a des choses pour Singapour, en l'occurrence, autour de la recherche qui existe déjà, là, qui ne date pas de l'amiade. En fait, ça, c'est des trucs qui sont assez intéressants. Ensuite, les autres pays, en fait, évidemment, pour les citer, enfin, les États-Unis, je pense qu'ils ont quand même aussi pas mal de choses qu'ils font en matière d'IA. Donc, en fait, la question qui se pose, c'est vraiment qu'est-ce qu'on est capable de partager à bon niveau et chacun, en fait, dans sa ligne d'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de leçons à se donner, mais par contre, on a beaucoup d'expériences à partager sur ce que les uns et les autres font et du coup, là où il ne faut pas se planter d'une certaine manière. Et aussi au niveau de l'OTAN, ça, c'est aussi une dimension qui nous intéresse au premier plan. Est-ce qu'il y a des pays qui vous ont bluffé, vous avez dit « Ah, waouh, là, ils sont vraiment très, très en avance ». Je vais faire un joker sur celle-là.
il y a beaucoup de choses impressionnantes dans l'industrie, en fait, si vous regardez, mais c'est même pas par pays, en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que les boîtes font, et en fait, par émanation, ce que les boîtes font parfois avec les ministères de la Défense, oui, il y a quand même pas mal de choses, hein, que ce soit de la robotique, de l'algorithmie, enfin, il y a énormément de choses qui sont vraiment très intéressantes. Et en France aussi, hein, enfin, je veux dire, on a un Command AI qui s'intéresse particulièrement au commandement. Enfin, moi, j'ai vu des démos qui sont peut-être pas publiques, mais enfin, ils commencent à faire des choses qui sont quand même assez intéressantes et je trouve assez bluffantes dans un contexte de conduite des opérations comme on aurait chez nous. Pascal Samamin, est-ce que la MIAD participe aux discussions technologiques sur l'élaboration des programmes d'armement du futur, comme le SCAF, comme le MGCS, comme les programmes navals aussi? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, c'est là où il ne faut pas toujours tout ramener à l'IA. C'est-à-dire que je crois évidemment à la place que l'IA dans notre système capacitaire demain. Pour autant, il y a beaucoup d'autres enjeux qui dépassent l'IA. Donc, oui, avec la DGA et les armées, on discute au quotidien. Enfin, en fait, c'est la logique de ces logiques de co-construction. On a quelques personnes, parce qu'on est, enfin, je vais quand même faire ce détour par là. On est basé à Bru essentiellement. On a le pôle recherche qui est à Palaiseau. Et en fait, à Paris, on a quelques personnes, 5 aux dernières nouvelles et pas beaucoup plus à terme, en fait, dont le job, c'est justement de faire ce travail d'écosystème à l'intérieur du ministère et de faire le lien avec les opérations d'armement au premier plan. Donc, on est inséré dans toutes les comitologies capacitaires pour faire en sorte de bien discuter des sujets IA dans tous les objets, parce que c'est pas toujours pertinent d'ailleurs, des fois on dit juste que ça ne l'est pas, et ensuite des moyens d'action de concrètement ensuite comment on y va. C'est-à-dire que enfin, le SCAF, vous parliez des avions, effectivement, si on veut de l'IA dans le SCAF demain, le SCAF n'est pas que à propos de l'IA, mais évidemment qu'on a besoin de prendre en compte la dimension IA. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose, ça fait partie de nos missions et c'est quelque chose qu'on porte déjà depuis l'année dernière, dès la création. Tous les objets. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans, sans rentrer dans le détail, dans tous les processus de ce ministère sur la comitologie capacitaire, donc sur la production de tous les objets. En fait, il y a un côté systématique et donc on est inséré dans toutes ces discussions et on contribue à toutes ces discussions et à chaque fois que c'est pertinent aussi à notre niveau, parce que dans certains cas, ça ne l'est pas. Oui, bonjour, Monsieur Rondepierre, Franck-Alexandre d'RFI. Donc la semaine prochaine, on va braquer les projecteurs sur le savoir-faire français. On se situe où exactement? On est dans la botte et entre le premier et le second, il y a un gros écart. Brossez-nous un petit tableau, on en est où? Voilà, on se place où? Sans dévoiler de secret, mais... En dévoilant des secrets. Alors, vous m'attribuez des connaissances que je n'ai pas forcément. Alors, si on parle d'un point... Parce qu'en fait, il faut se dire que, y compris côté IA militaire, en fait, on a un enjeu à s'aligner avec le civil. Donc, le benchmark, c'est ce qu'on est capable de faire dans le civil, et ça fait partie de mon rôle de faire en sorte qu'on suive le civil. Mais donc ça, c'est dans toute la logique partenariat, construction de l'agence, c'est mon rôle de suivre le civil. Donc, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on en est du point de vue civil, parce que c'est ça qui va aussi servir nos usages militaires. Donc, la réponse que je fais, encore une fois, sans sortir de mon champ de compétences, c'est... Si vous regardez les cerveaux, si vous regardez les gens, si vous regardez même les boîtes étrangères, vous regardez les Français, vous regardez les gens qui sortent de nos écoles, les mêmes que moi et les autres aussi, vous verrez qu'il y en a un peu partout. Quand j'étais chez Google avant de revenir dans ce ministère, j'ai quand même pas mal de collègues français. Donc d'un point de vue cerveau, on n'a aucun souci à se faire. Enfin, je veux dire, on est tout à fait au rendez-vous de la capacité en matière d'IA. Ensuite, le deuxième enjeu, et c'est aussi un des enjeux du sommet, c'est affirmer notre savoir-faire, y compris en matière d'entreprise, montrer en gros ce qu'on est capable de faire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un écosystème, et j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois à ce micro, on a un écosystème qui est très dynamique, avec beaucoup d'entreprises qui font énormément de choses intéressantes. On a un Mistral, encore une fois, pour les citer tout le temps, qui est au meilleur niveau mondial. Il n'y a qu'à voir les partenaires et les partenariats qui sont en train de se construire en France et à l'international. Et en fait, cette dynamique, avec de plus en plus d'entreprises qui sont au meilleur niveau technologique mondial, déjà, c'est une dynamique qui est en cours et qui continue, et surtout sur laquelle on peut s'appuyer. Donc, on n'est pas du tout dans la botte, au contraire. Enfin, je pense qu'on est dans les meilleurs mondiaux. Et là, en restant pour le coup dans ma ligne d'eau, tout l'enjeu pour nous, c'est de bénéficier du fait qu'on est au meilleur niveau mondial dans le domaine civil. Et donc, en ayant au meilleur niveau mondial dans le domaine civil, ça veut dire qu'on doit être également au rendez-vous d'un point de vue militaire. Et donc on y sera. Je vous propose, c'est de toute façon vous donner rendez-vous lundi. Et à cette occasion, nous aurons un nouveau temps consacré à la presse à 16h30 sur place, avec donc Bertrand Rondepierre et également en présence de l'amiral Pierre Vandier, commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. Donc merci beaucoup Bertrand, et on se retrouve donc lundi. Et nous allons passer maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer ce
tour des opérations avec la zone Europe, où nous sommes aux côtés de nos alliés de l'OTAN, comme je vous l'ai déjà rappelé. On commence par la mer Baltique, où les forces armées françaises s'engagent avec détermination dans l'opération de surveillance maritime Baltic Sentry, notamment le chasseur de mines tripartite, Croix du Sud, qui est inséré au sein du Task Group de guerre des mines de l'OTAN, ainsi qu'un Atlantique 2, qui ont continué cette semaine leur patrouille pour dissuader toute menace sur les infrastructures sous-marines et stratégiques en mer Baltique. Par ailleurs, une frégate a mené aussi une séquence de coopération bilatérale de haut niveau avec la frégate danoise Niels Juel au milieu des détroits danois. Les deux navires ont conduit des manœuvres navales communes, des exercices de tir et de lutte anti-drone, permettant ainsi de renforcer le partenariat franco-danois et l'interopérabilité de ces deux marines. En Estonie maintenant, les éléments français du bataillon multinational de l'OTAN sous commandement britannique ont mené cette semaine une phase d'entraînement conjoint avec leurs alliés américains et britanniques dans le cadre de l'exercice Winter Camp. Ces exercices permanents, force contre force, permettent de perfectionner la connaissance mutuelle des combattants engagés au profit de la sécurité collective sur le flanc oriental de l'Alliance. En Roumanie maintenant, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français a conduit cette semaine l'exercice interallié Eagle Steel. Cette manœuvre de tir entre fantassins et cavaliers belges, luxembourgeois, roumains, portugais et français montre la détermination et l'unité de ce bataillon. On passe au ciel européen, où l'armée de l'air et de l'espace assure la surveillance des frontières sur le flanc est de l'Alliance, en contribuant aux missions Air Shielding de l'OTAN. Dans ce cadre, en Roumanie, le 28 janvier, un avion AWACS E3F ainsi qu'un A330 Phoenix MRTT de l'armée de l'air et de l'espace ont participé à une mission FDO, Flexible Deterrence Options, aux côtés d'aéronefs alliés. Ces exercices de réponse calibrés face à une menace aérienne ont simulé dans le ciel roumain une incursion d'une force adverse. Ce scénario a ainsi effectivement opposé dans un environnement complexe des F-16 turcs et roumains. En Lituanie, le déploiement des 4 Rafales dans le cadre de la mission Enhanced Air Policing de l'OTAN se poursuit sur la base aérienne de Šiauliai, dans le cadre de la protection aérienne des pays baltes. Le 3 et le 4 février, le détachement français a réalisé 2 interceptions d'avions russes qui ne se conformaient pas aux lois internationales. D'abord, le 3 février, c'était un Ilyushin 18 qui a été intercepté puis accompagné dans l'espace aérien au-dessus des eaux territoriales de la Lettonie. Et ensuite, le 4 février, c'était un Ilyushin 20 qui suivait la même cinématique. Les armées françaises sont résolument engagées pour la protection de l'espace aérien de l'OTAN, malgré la recrudescence des menaces hybrides. En Méditerranée maintenant, le patrouilleur de haute mer commandant Biro a rejoint le Task Group maritime permanent de l'OTAN, le SNM G2. Il a notamment réalisé des manœuvres navales avec le navire amiral du groupe, ainsi que la frégate turque Kemal Reis, après avoir effectué une escale de quelques jours à Antalya, en Turquie. En parallèle, le chasseur de mines tripartite, le Capricorne, a intégré le 31 janvier le Task Group de guerre des mines de l'OTAN, le SNMC-MG2, en Méditerranée. Ces 2 unités françaises vont mener des patrouilles aux côtés de leurs alliés de l'OTAN et ainsi contribuer à la défense des approches maritimes de l'Alliance. En Pologne, maintenant, les détachements français poursuivent les formations au profit des forces armées ukrainiennes dans le cadre de la mission d'assistance militaire de l'UE, EUMAM. Cette semaine, la formation est dédiée aux chefs de groupe ukrainiens. Elle était consacrée à la méthode de réflexion tactique, qui est un élément nécessaire à la production d'ordre rapide et précis, tant en amont de la mission que durant la conduite de celle-ci. Passons maintenant au Proche et au Moyen-Orient, tout d'abord avec la Méditerranée orientale, où une frégate française est toujours déployée aux approches de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de la situation française dans la région. Cette frégate a également effectué une escale à Limassol, donc à Chypre, la semaine dernière, qui lui a permis de mener des manœuvres conjointes avec la marine et l'armée de l'air chypriote, contribuant ainsi à accroître l'interopérabilité dans le domaine du sauvetage de navires en détresse. On passe au Liban, où la participation de la France au sein du mécanisme de surveillance de cessation des hostilités est prolongée, je vous le rappelle, jusqu'au 18 février. En parallèle, les soldats français de la Force Commander Reserve de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies au Liban,
continue d'effectuer des patrouilles permettant d'apprécier quotidiennement l'évolution de la situation sur le terrain, d'appliquer de manière déterminée la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de soutenir le déploiement des forces armées libanaises dans le sud du Liban. Passons à l'Arabie saoudite, où un exercice multinational saoudien Spears of Victory, comprenant 9 pays participants, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Grèce, Bahreïn, le Qatar, les AU, le Pakistan, l'Arabie saoudite et la France, se poursuit cette semaine. Donc, pour rappel, les forces françaises aux Émirats arabes unis y déploient 3 avions de chasse Rafale, ainsi qu'un avion de transport tactique A400M de l'armée de l'air et de l'espace. Lors de ces exercices, en plus des scénarios de combat air-air complexes, les Rafales français ont également pu effectuer du ravitaillement en vol par un A330 MRTT saoudien, ce qui renforce donc l'interopérabilité avec la force aérienne royale saoudienne. L'objectif de cet exercice multinational est d'accroître la coopération en faveur de la sécurité et de la stabilité régionale. Toujours au Moyen-Orient, les Rafales de la base aérienne projetée au Levant poursuivent leur vol au sein de la coalition OIR en Irak afin d'appuyer la souveraineté et la stabilité du pays. En parallèle de cela, le 28 janvier, les Rafales ont également réalisé 2 missions d'entraînement avec les forces irakiennes. Ces vols de Partner Nation Integration permettent un échange privilégié avec les forces irakiennes et renforcent la coopération bilatérale entre 2 nations. Passons maintenant à l'Afrique. Donc, au Gabon, les activités de coopération opérationnelle du détachement avec les forces armées gabonaises se poursuivent et correspondent aux besoins exprimés par le partenaire. L'entraînement conjoint dans le domaine du combat aéroporté avec les forces armées gabonaises et soutenu par le détachement de liaison au Gabon s'est achevé cette semaine. Le programme comprenait une journée d'instruction au sol, suivie de 2 jours dédiés à la formation, ainsi qu'une journée de saut. On passe à l'Indo-Pacifique avec Mayotte, où les missions d'assistance suite au passage du cyclone Chido se poursuivent. Ce sont plus de 1500 militaires qui sont toujours engagés au plus proche de la population mahoraise. Un petit peu plus loin maintenant, dans la zone Indo-Pacifique, avec le groupe aéronaval qui est centré autour du porte-avions Charles de Gaulle, qui a fait escale du 28 janvier au 3 février à Lombok et Bali, en Indonésie. Depuis le 3 février, le GAN patrouille désormais en direction de la mer des Philippines. Il prendra notamment part à compter du 8 février à l'exercice Pacific Stellar, un exercice à 3 groupes aéronavals, un 3 Carrier Ops, qui implique les porte-avions et porte-aéronefs français, américains et japonais. Il consiste à conduire des entraînements dans un environnement tactique chargé, en coordonnant les opérations dans tous les domaines, donc air, surface et sous-marin. Ce type d'exercice particulièrement complexe permet de développer l'interopérabilité entre les partenaires. Le déploiement du GAN dans cette région raffirme l'attachement de la France au respect du droit international. Passons à la zone anti-Guyane, d'abord avec la Guyane, où les forces armées françaises poursuivent leur patrouille depuis leurs emprises afin de lutter contre l'orpaillage illégal et d'en ralentir la progression. La semaine dernière, les sapeurs du 3e régiment d'infanterie, le 3e REI, mènent une opération de démantèlement d'infrastructures liées à l'orpaillage illégal. On passe aux Antilles, où la frégate de surveillance Germinal poursuit sa mission de lutte contre le narcotrafic dans l'arc antillais au large des Grenadines dans le cadre de l'opération Caraïbes Royale. Elle est appuyée cette semaine par un Falcon 50. C'est un avion de surveillance maritime qui, par son allonge, permet d'élargir ses zones de recherche. Toujours dans la mer des Caraïbes, du 21 au 25 janvier, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville a fait escale à Puerto Limón, au Costa Rica, où il a conduit des exercices conjoints avec les gardes-côtes costariciens dans le domaine de la sécurisation des navires et sur les méthodes d'intervention sur les embarcations rapides. À l'issue, le navire français a repris sa mission et a fait escale au Guatemala le 4 février afin de mener une patrouille conjointe avec la marine guatémaltèque. Ces activités de coopération opérationnelle entre partenaires engagés dans la lutte contre les trafics illicites permettent de garantir la sûreté maritime en mer des Caraïbes. Voilà. Ceci conclut mon intervention et je suis prêt à répondre à vos questions. Oui, merci. Juste une petite précision, le porte-avions japonais, c'est quoi? C'est l'Izumo? Le Kaga, c'est un porte-aéronef. Oui. Bonjour Michel Cabirol. Le ministre des Armées a annoncé la livraison des Mirage 2000-5 à l'Ukraine. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur le nombre d'avions ou pas?
Alors, vous avez remarqué que le nombre d'avions n'a pas été précisé pour des raisons de sécurité opérationnelle. Donc, la France est résolument engagée son soutien à l'Ukraine, notamment dans des domaines de compétences qui sont décisifs pour ce pays. Un pays qui mène une guerre, enfin, qui subit une guerre d'agression sur son territoire souverain, et la capacité à maintenir une supériorité aérienne, ou en tout cas à la créer, est vraiment décisive, et c'est la raison pour laquelle la France est engagée là-dedans. Donc cette livraison, elle clôt un processus qui a été assez long, d'abord de formation des pilotes, une formation qui s'est opérée sur Alpha Jet et qui s'est poursuivie sur Mirage 2000-5, pour arriver à ce qui est aujourd'hui l'approche d'une capacité opérationnelle. Donc le ministre a annoncé la livraison des premiers Mirages. Ça induit qu'il y ait une deuxième livraison, non, j'imagine? Je vous invite à poser la question au ministre. Si vous n'avez plus de questions, nous allons passer maintenant au grand froid. Zone stratégique majeure, certains milieux froids font l'objet de compétitions, voire de contestations, en raison des richesses qu'ils recouvrent et des potentialités qu'ils offrent. Les opérations en milieu grand froid requièrent des soldats spécialisés et aguerris. La France s'est forgée d'une expertise reconnue dans ce domaine d'opération. Elle possède une école d'excellence qui forme ses militaires à cet environnement hostile, l'école militaire de haute montagne. Le MHM est la première école militaire de haute montagne au monde, qui a été créée en 1932. Et cette école est le pôle d'expertise des opérations montagne et grand froid des armées. À ce titre, elle forme des cadres, expérimente de nouvelles techniques et transmet son savoir-faire aux troupes de montagne, à l'armée de terre, aux forces armées françaises, mais aussi à nos alliés. Je n'en dis pas plus et laisse la parole au colonel Dubois, chef de corps de cette école, qui va vous présenter comment les troupes de montagne maîtrisent l'environnement grand froid et comment les armées s'adaptent aux conditions climatiques les plus extrêmes. Colonel, c'est à vous. Merci Madame la Directrice. Mesdames et Messieurs, je suis le colonel Gaëtan Dubois et je commande l'école militaire de haute montagne qui est localisée à Chamonix et à Modane. École de la 27e brigade d'infanterie de montagne et également centre d'excellence montagne et grand froid pour les forces armées françaises. Je prends la parole ce matin devant vous pour évoquer donc le sujet de la préparation aux engagements opérationnels dans les milieux froids et vous présenter pourquoi et comment l'armée de terre prépare ce type d'opération. En préambule, je vous propose une courte vidéo pour introduire le sujet. Ça va, t'as pas trop froid ? Le froid a un impact crucial sur les opérations. Outre les effets de l'adversaire, comme un ennemi invisible et permanent, il met à l'épreuve les combattants, l'armement, les équipements et la manœuvre. Du point de vue des opérations, la classification du froid est fortement liée à des considérations physiques et capacitaires. À partir de 4 degrés permanents, on parle d'opération en zone froide et on distingue le grand froid à partir de moins 21 degrés permanents. Cette classification est étroitement associée à la géographie puisqu'on retrouve les conditions d'opération en zone froide, en hiver en Europe continentale, et des conditions de grand froid dans les zones polaires, subpolaires et en haute montagne hivernale.
Ces zones de grand froid ne sont pas désertiques, on y trouve des villes. Dans ces zones, les élongations, l'abrasivité du climat sont des facteurs discriminants qui entament le potentiel de combat bien avant que l'ennemi ne le fasse. À l'exception des zones combinant montagne et grand froid, l'ouverture du milieu apparente la manœuvre en milieu grand froid à celle caractérisant le milieu désertique. Enfin, davantage qu'ailleurs, dans les engagements en grand froid, des contraintes humaines et logistiques très lourdes dimensionnent la manœuvre de la force qui doit résister aux agressions du milieu en permanence. Dans leur grande majorité, ces milieux se trouvent dans les zones d'intérêt immédiat des plus grandes puissances du monde, ce qui en fait des régions où tout le spectre d'intensité est envisageable. Diapo. Afin d'être capable de combattre dans des conditions de grand froid, stationner et maintenir une présence opérationnelle, y compris en situation de froid extrême, le potentiel des combattants doit être consolidé préalablement et ne doit pas être épuisé avant même d'avoir combattu. Au contact de nos alliés, à travers les échanges dans les stages des pays de la zone arctique, mais également avec la participation régulière des unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne aux grands exercices dans les pays scandinaves, comme nous avons pu le voir, et lors de Nordic Response en 2024, les troupes de montagne françaises, historiquement aguerries pour la guerre en montagne hivernale, ont développé des compétences et une doctrine adaptée spécifiquement au grand froid. Déplacements motorisés avec des véhicules chenillés spécifiques, combinés aux déplacements à ski ou en raquette, gestion des risques d'avalanche ou de chute à travers la glace d'un lac gelé invisible sous la neige, utilisation des armes ou stationnement en conditions extrêmes. Diapo suivante. Avec les déploiements actuels de l'armée de terre et des soutiens interarmés sur le flanc est de l'Europe, notamment en conditions hivernales, les engagements en zone froide ne concernent pas que les unités spécialisées. Il est indispensable que l'ensemble de nos forces soient en capacité d'opérer dans des conditions hivernales marquées telles qu'elles peuvent être rencontrées en Europe continentale. Par conséquent, l'armée de terre a confié à l'école militaire de haute montagne la responsabilité de diffuser des savoir-faire zones froides, toutes armes, au moyen de différentes formations. Tout d'abord, formation de formateurs au profit des forces terrestres, des soutiens interarmés, et également ouverte à l'armée de l'air et de l'espace et à la marine nationale, avec cette année la participation de 2 officiers mariniers à ce type de stage. L'objectif étant de rendre autonomes les unités pour leur propre instruction sur des savoir-faire élémentaires. Mais également formation collective pour préparer les engagements en zone froide pour les unités des forces terrestres déployées dans les pays baltes ou en Roumanie. Et enfin, de la documentation, des mémentos sur la vie en campagne, sur le secourisme élaboré en coopération avec le service de santé des armées ou sur la maintenance des équipements en zone froide avec la brigade de maintenance de l'armée de terre. Diapo suivante. Enfin, je terminerai, donc, comme la directrice l'a évoqué, sur la tenue du premier sommet international des troupes de montagne la semaine prochaine, les 12 et 13 février à Grenoble, et qui illustre la densité des travaux sur ce sujet. Événements de rencontres et d'échanges entre opérationnels et industriels, français et étrangers, autour des problématiques montagne, chaude et froide, et évidemment de grand froid. C'est l'objet de ma présence aujourd'hui. La crédibilité de la France dans cette thématique permet à la 27e brigade d'infanterie de montagne de rassembler un réseau dense de partenaires étrangers, avec plus de 15 délégations étrangères, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l'arc alpin, de la Scandinavie, les Émirats arabes unis, la Jordanie, ainsi que les centres d'excellence de l'OTAN. Je vous remercie et je suis prêt à prendre d'éventuelles questions. Oui, bonjour, Aude Leroy, indépendante. Est-ce que vous auriez déjà le programme de ces 2 journées? Je suis là. Oui. Tout au fond. Programme de ces journées et savoir un peu comment ça se découpe pour qu'on puisse voir un peu l'enchaînement des tables rondes ou des rencontres ou des ateliers. Enfin, je ne sais pas comment ça se goupille. Alors, sans rentrer dans le détail que vous pourrez trouver en ligne sur le site de ce sommet, donc SITM, en ligne, globalement, des conférences, des ateliers de travaux collaboratifs réunissant des opérationnels et des équipementiers et des démonstrations de capacités et d'équipements d'aujourd'hui.
Oui, bonjour mon colonel, Éric Biagala, Radio France. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'adaptation des matériels, je pense à l'armement, mais pas seulement, tout ce qui est énergie, etc., aux conditions grand froid, voire très grand froid. Nous-mêmes, reporters, quand on est sur le terrain et qu'il fait moins 20 degrés, on sait que les batteries, ça part en 6 minutes au lieu d'une heure. Donc voilà, je me posais un petit peu la question, est-ce que vous avez adapté certains matériels parlant d'armement, on ne tire pas de la même manière avec un canon en zone désertique, avec le même canon en zone désertique et en zone grand froid. Voilà. Est-ce qu'il y a quelques exemples d'adaptation? Oui. Alors, s'agissant des adaptations, en fait, elles sont de deux ordres. À la fois, on adapte les équipements, et ça, c'est des procédures qui sont permanentes, et elles ne sont pas que dans le cadre du grand froid, c'est vrai pour tous les équipements. Et donc, on va aller chercher des capacités de stockage différentes, des capacités de rechargement, si on parle d'équipement électrique. On étudie l'utilisation particulière de panneaux solaires jusqu'au plus bas niveau, jusqu'au niveau du combattant individuel ou du groupe. On regarde aussi l'utilisation d'éoliennes. On a vu que parfois, ça pouvait quand même bien souffler. Et on travaille aussi sur nos procédures, c'est-à-dire comment moins consommer ou alors comment emporter plus de logistique. Et donc voilà, nos actions, elles sont dirigées dans ces deux directions. Alors pour ce qui est de l'armement, en fait, on est sur la logique de procédure, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on utilise les produits d'entretien de l'armement différemment dans le grand froid de ce qu'on peut faire dans un environnement plus classique. Michel Cabirol, La Tribune. Jusqu'à quelle température en dessous de zéro vous pouvez évoluer? Alors, cette question-là, elle doit être contextualisée avec est-ce qu'on est en zone avec du bâti ou pas? C'est-à-dire que je vais prendre un exemple qui va être très concret. La ville de Yakoutsk, en Sibérie, elle fait 300 000 habitants et la température moyenne sur les 15 dernières années, au mois de janvier, elle est de moins 37. Donc on voit qu'en fait, et les enfants vont à l'école, donc on peut vivre et a fortiori le combattre dans ces conditions-là parce qu'on s'appuie sur du bâti. Si on ne s'appuie pas sur du bâti, alors en fait le même niveau de température devient bien plus compliqué. Globalement, le point de bascule, il est à peu près autour des moins 21. C'est une notion capacitaire, c'est comme ça que les équipements des armées sont conçus. À partir de moins 21 degrés permanents, il faut des équipements qui sont spécialisés. C'est le même cas de figure pour les autres armées. Ce choix de bascule à moins 21, en fait, il dépend énormément des pays, mais il s'appuie sur un STANAC de l'OTAN. Donc c'est quand même une notion qui est assez partagée. Tous les pays n'en font pas le même usage, mais tous les pays connaissent cette classification. Pierre-Julien, votre treillis qui plaît beaucoup à Michel, d'ailleurs, là aussi, il y a donc toujours une adaptation, une innovation par rapport à cela, à la fois pour évidemment le camouflage, mais aussi sa résistance, et sa résistance notamment au froid, avec peut-être ce que vous portez évidemment en dessous. Et puis autre question, vous ne deviez pas avoir, ou peut-être qu'il a d'ailleurs été entièrement renouvelé, votre parc de véhicules chenillés spécifiques? Alors, effectivement, tout d'abord sur les treillis. Donc, on a à la fois le camouflage, donc c'est un sujet. Aujourd'hui, moi, je porte le camouflage actuel de l'armée de terre, qui est le camouflage zone enneigée. Et ensuite, l'équipement du combattant, c'est surtout une question de multicouche. Et ça, c'est une notion en fait qui est partagée par tous les pays qui ont l'ambition d'avoir des vraies capacités pour s'engager dans ces zones de grand froid. Ensuite, sur les véhicules, multicouche, ça peut aller jusqu'à combien? Ça peut aller jusqu'à 7 couches. Voilà. Si on veut être protégé dans absolument toutes les configurations, mais ça implique d'autres limitations aussi, c'est-à-dire que la gestion de la transpiration quand il fait le moins 20 ou moins 30 devient un vrai sujet de préoccupation. Et votre matériel est français? Et notre matériel est... Alors, attends, si vous pouviez utiliser juste le micro, ça serait formidable. Merci. Oui, désolé pour ceux qui sont effectivement en ligne et qui nous... votre matériel, et notamment la tenue, donc, et les treillis, et les sous-couches, donc 7 au maximum, on a bien compris, sont français, made in France?
Alors, moi, je n'ai pas tout à fait ce niveau de considération. On conçoit ces matériels-là, s'agissant d'équipement du combattant, en lien avec le service du commissariat des armées. Et je vous avoue que voilà, moi, je m'arrête à ce niveau de considération-là. Et les véhicules ? Et les véhicules, donc s'agissant des véhicules, l'armée de terre a lancé le renouvellement donc, du parc des véhicules articulés chenillés, avec une nouvelle génération de véhicules qui a été livrée dans les forces, qui s'appelle le HT 270, voilà, et qui est qui apporte les mêmes capacités, mais avec l'amélioration en fait de tout ce qu'il y avait amélioré sur l'ancienne génération. Et juste une dernière question, et il y en a déployé en Guyane également ? Oui, tout à fait. Parce que ces véhicules-là ont la qualité aussi de pouvoir aller dans des zones marécageuses. Merci beaucoup, colonel, d'être venu chez nous pour présenter ces spécificités. Ce point presse est terminé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point presse, jeudi à 11h. Mais n'oubliez pas, pour ceux qui vont suivre le sommet sur l'intelligence artificielle de défense, rendez-vous 16h30 à l'école militaire. Très bonne journée, fin de semaine.